On va enchaîner donc avec la deuxième GHR, association diabète et grossesse. Cette fois-ci, donc, toujours il faut décrire les objectifs pédagogiques du cours. Premièrement, comme pour l'HTA, il faut savoir classer votre diabète. Je sais très bien que vous savez l'ancienne c'est pas ancienne, mais c'est la classification diabète insulinodépendant, non insulinodépendant. Mais pour la femme enceinte, on a une classification qu'on appelle Priscilla-White. On va voir par la suite. On va classer notre diabète en fonction de Priscilla-White. Deuxièmement, savoir dépister un diabète gestationnel. D'accord? La troisième des choses, rapidement, connaître le retentissement, comme pour l'HTA, c'est la même chose. Le retentissement materno-fœtal, donc du diabète sur la grossesse. Modalité de surveillance et prise en charge au cours de la grossesse et au cours de l'accouchement et bien sûr le postpartum. C'est très important. Cette fois-ci, on va également décrire une entité, on va insister sur ce qu'on appelle une consultation préconceptionnelle, c'est-à-dire avant de tomber enceinte, la femme qui est antérieurement diabétique, elle doit faire une consultation. On va voir l'intérêt par la suite. C'est très important. D'accord? Tout d'abord, comme pour l'HTA, vous avez les deux éventualités. Soit qu'il s'agit d'une femme diabétique qui va tomber enceinte, comme pour l'HTA chronique, ou bien c'est une femme pour laquelle on va diagnostiquer pour la première fois un diabète au cours de la grossesse. C'est-à-dire, elle n'était pas diabétique avant la grossesse. C'est clair? Comme pour l'HTA, c'est la même chose. Premièrement, toujours, c'est une GHR, grossesse à haut risque materno-fœtal. On a vu pour l'HTA les risques maternaux qui sont la crise d'éclampsie, l'insuffisance rénale, WAP, le HELP, etc. Et le versant fœtal, rapidement les filles. Et le versant fœtal, c'est le retard de croissance, c'est la souffrance chronique qui peut être soldée par une mort in utero en absence de prise en charge. C'est pour ça qu'on a dit au début GHR materno-fœtal. La même chose pour le diabète. Grossesse à haut risque maternel et fœtal. La prise en charge, cette fois-ci, elle est multidisciplinaire. En association, donc on va collaborer, nous, les gynécologues, on va collaborer avec les endocrinos, avec diététiciens, d'accord, pour assurer une bonne prise en charge et diminuer le taux de complications. La consultation préconceptionnelle, on a dit, elle est propre, c'est une entité propre qui est à la femme qui est déjà diabétique. Elle est connue pour diabétique. On va essayer, à travers cette consultation, donc, d'évaluer le terrain sur lequel va survenir cette grossesse. Est-ce qu'il s'agit d'un terrain favorable, défavorable, et améliorer les conditions au maximum. Essayez de suivre, on va expliquer au fur et à mesure. Donc, premièrement, un mot sur la physiologie, le métabolisme glucidique au cours de la grossesse, normalement, à l'état normal, en dehors de la pathologie, à l'état normal, au cours du premier trimestre, on va avoir un hyperinsulinisme. Hyperinsulinisme, c'est-à-dire un excès de sécrétion, d'accord, qui va engendrer, donc cet hyperinsulinisme, d'abord, il est secondaire à l'hypertrophie, hyperplasie des cellules bêta de Langerhans, c'est les cellules responsables de la sécrétion d'insuline. Cette hypertrophie, elle est secondaire aux hormones de la grossesse, d'accord? Aux oestrogènes, progestérone, hormones lactogènes placentaires. Donc les hormones de la grossesse, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont entraîner une hyperplasie, hypertrophie des cellules bêta de Langerhans. Par la suite, vous allez avoir un excès d'insulinisme ou bien un hyperinsulinisme. Qui dit hyperinsulinisme? Donc hypoglycémie. Donc vous allez avoir une tendance à la cétose, c'est clair? En plus de la baisse des apports alimentaires, les signes sympathiques de la grossesse, etc., vous allez avoir une tendance à l'hypoglycémie. Deuxième trimestre, on va avoir l'installation de ce qu'on appelle insulinorésistance. C'est quoi? Vous avez déjà fait l'endocrino. C'est quoi l'insulinorésistance? Aïe. Alors. Pardon? C'est une baisse, très bien, c'est une baisse de la réponse cellulaire et tissulaire à l'insuline. D'accord?
C'est toujours les perturbations. Ces perturbations sont dues à la grossesse. C'est les hormones de la grossesse. Vous allez avoir l'installation de cette insulino-résistance qui va s'aggraver au fur et à mesure. Plus la grossesse avance, donc vous allez avoir toujours aggravation de l'insulino-résistance, même baisse physiologique de la tolérance au glucose. Si une femme qui est normale, qui n'a pas de problème, donc son organisme, il va s'adapter à ces modifications. Et vous allez avoir un équilibre glycémique parfait tout au long de la grossesse. Il n'y aura pas de problème. Par contre, chez des femmes à risque, d'accord, cette grossesse, elle est considérée comme un facteur déclenchant. Elle va venir pour déclencher, pour dévoiler ce diabète. D'accord. Les hormones de la grossesse, donc lorsqu'il y a grossesse, vous allez avoir le déclenchement de ce diabète. Parce que déjà, il y a quelque chose qui ne va pas chez cette femme. D'accord. Son pancréas, il est... je ne sais pas est-ce que je peux dire ça, mais il est prédisposé à faire un diabète. Dès qu'il y ait un facteur déclenchant, vous allez avoir la révélation de ce diabète. Donc les hormones de la grossesse vont dévoiler ce diabète. C'est pour ça on va faire le dépistage, on va parler tout à l'heure. Le dépistage on va définir la population qui est à risque et on doit dépister le diabète gestationnel. C'est clair? Donc c'est des femmes particulières, d'accord, qui peuvent développer un diabète à cause de la grossesse, qu'on appelle diabète gestationnel. C'est clair? Deuxièmement, classification. Vous connaissez tous donc la classification type 1, type 2, insulinodépendant ou bien juvénile, d'origine auto-immune, c'est ça? C'est ça? Oui ou non? Très bien. Et le type 2, non insulinodépendant. D'accord? Et vous avez bien sûr l'entité propre à la grossesse qui est le diabète gestationnel. J'ai parlé au début, dans mes objectifs pédagogiques, de la classification de Priscilla White. Vous avez différentes classes. A, B, C, D, E, etc. Cette classification, essayez de bien suivre, elle doit tenir compte. Elle va tenir compte. Premièrement, l'âge. L'âge de votre femme, d'accord? L'âge de la gestante. Deuxièmement, la durée d'évolution du diabète. C'est très important. Plus le diabète évolue, plus vous avez le risque de complications. Les complications dégénératives, d'accord? Plus vous avez un risque. Donc c'est, premièrement, l'âge de survenue, deuxièmement, la durée d'évolution, et troisièmement, la présence de complications dégénératives. Si vous avez des complications dégénératives, c'est-à-dire que c'est un diabète qui est ancien, déséquilibré, donc vous allez avoir plus de problèmes avec la grossesse. D'accord? On va commencer. Classe A, c'est le diabète gestationnel. Classe B, c'est un diabète découvert après l'âge de 20 ans, ou bien il a une durée inférieure à 10 ans, et toujours il n'y a pas de lésions vasculaires périphériques. C'est-à-dire, les lésions vasculaires, c'est quoi? Rétinopathie, HTA, d'accord? Je vais donner des exemples, essayez de suivre. C, c'est un diabète découvert, cette fois-ci, avant 20 ans. Ou bien, il a une durée d'évolution plus de 10 ans, et inférieure à 20 ans, toujours pas de lésions vasculaires. Le D, vous allez avoir lésions vasculaires, ou bien c'est un diabète qui va apparaître très tôt, avant l'âge de 10 ans, ou bien il a une durée d'évolution très importante, plus de 20 ans. Plus vous avancez, plus vous allez avoir la gravité. C'est clair? D'accord? La classe FR, c'est la néphropathie, rétinopathie proliférative. Cette classification, elle a un intérêt dans la prise en charge. D'accord? Parce que classe A, B, en général, je peux tenter, donc par la suite, l'accouchement par voie basse. C, D, donc c'est un diabète qui est, on peut dire, il est soit ancien, soit il y a des lésions vasculaires périphériques. Donc la femme, il fait partie des facteurs de risque de l'HTA. On a dit, lorsqu'on a des pathologies vasculaires qui prédisposent au cours du diabète, ils vont prédisposer à l'HTA. Donc cette femme diabétique, elle peut avoir une HTA associée, qui est secondaire. Secondaire à quoi? Aux lésions du réseau artériel pelvien. D'accord? Lorsque vous avez une altération des vaisseaux pelviens, diminution de la perfusion utéroplacentaire, installation de l'ischémie et HTA. On va rejoindre le mécanisme physiopathe qu'on a vu tout à l'heure, c'est clair? Je vais vous donner un exemple. Vous avez une femme qui est âgée de 25 ans. D'accord? Âgée de 25 ans. Diabète diagnostiqué il y a 2 ans. Sans lésion vasculaire. Classe B, très bien. C'est un diabète apparu après l'âge de 20 ans, d'accord? Et qui a une durée inférieure de 10 ans.
Si par exemple, je vous donne un diabète apparu à l'âge de 4 ans, d'accord, avec, il est apparu à l'âge de 4 ans, votre femme, elle est âgée de 26 ans, avec lésion vasculaire. Avec lésion vasculaire. D, la présence de lésion vasculaire, d'accord. Le C, il n'y a pas de lésion vasculaire, d'accord. La présence de lésion vasculaire, on va passer à la classe D. Donc, c'est une classification qui va apprécier la gravité. Je vais vous faire, à la fin du module, on va faire des cas cliniques encore. D'accord? Mais c'est simple. Toujours, rechercher l'âge, la durée d'évolution du diabète et faire un bilan d'extension, si on peut dire ça, un bilan à la recherche de complications dégénératives. Donc, avant de classer ce diabète, je dois faire quoi? Je dois faire un fond d'œil, une fonction rénale. Je dois faire une consultation chez le cardio à la recherche de coronaropathie. Parce qu'il y a certaines complications dégénératives qui constituent une contre-indication absolue à la grossesse. La coronaropathie, l'atteinte cardiaque, donc, c'est une contre-indication absolue à la grossesse parce que vous avez un risque de mort subite. D'accord? La grossesse, elle vient en général aggraver le diabète. La grossesse a un retentissement sur le diabète. On va voir juste après. Donc, retentissement de la grossesse sur le diabète. Les métaboliques. Au cours du premier trimestre, on a dit que vous avez fréquemment une hypoglycémie. D'accord? En général, les besoins en insuline de base, voilà. Parce que vous avez déjà hypoglycémie. Deuxième trimestre, installation de l'insulinorésistance vers 24-26 semaines. Le problème, c'est surtout le troisième trimestre. C'est par là que vous allez avoir le déséquilibre. D'accord? Et la prise en charge doit être minutieuse, donc la femme doit être sous la loupe, si on peut dire ça, au cours du troisième trimestre. C'est à ce moment qu'on peut avoir assez de complications, même l'acidocétose diabétique. D'accord? Après l'accouchement, selon vous, après l'accouchement, les besoins en insuline, est-ce qu'ils vont augmenter, diminuer, ou bien disparition du diabète? Un diabète chronique, hein, antérieur à la grossesse. Ils vont diminuer. Pourquoi? Déjà, j'ai supprimé le facteur aggravant, qui est la grossesse. C'est comme pour l'HTA. Vous allez avoir le retour progressif à la normale. Je vais supprimer mon facteur déclenchant aggravant, donc je vais avoir un effondrement des besoins en insuline. Et en général, on est ramené à diminuer la dose d'insuline par la moitié. En cas de diabète antérieur à la grossesse. S'il s'agit d'un diabète gestationnel, je vais arrêter carrément l'insuline, parce que j'ai supprimé la cause. La cause déclenchante, c'est le diabète. La femme était tout à fait normale avant la grossesse. C'est clair? C'est pour les complications métaboliques. Deuxièmement, donc les deux éventualités où je peux avoir une hypoglycémie au cours de la grossesse, c'est le premier trimestre et après l'accouchement. Il y a un risque d'hypoglycémie. Il faut diminuer la dose d'insuline. Complications dégénératives. Donc vous pouvez avoir une rétinopathie, ZEDO. Une néphropathie, très bien. Une coronaropathie. Une neuropathie périphérique, je peux avoir un pied diabétique, d'accord? Donc, la grossesse, elle peut aggraver, donc favoriser la survenue de ce type de complications. Je vais revenir sur la consultation préconceptionnelle. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une consultation chez l'ophtalmo, je vais faire un bilan rénal pour voir le statut rénal, une consultation chez le cardio, la première des choses pour rechercher une contre-indication absolue. Peut-être cette femme a une coronaropathie. Donc je vais interdire carrément la grossesse. Parce que par la suite, si elle tombe enceinte, je vais avoir un double problème. D'accord? Je vais être obligée de faire une interruption. D'autant plus dangereuse que poursuivre la grossesse. D'accord? Le premier objectif, donc, de cette consultation préconceptionnelle, qui doit être faite 2 à 3 mois avant la grossesse. Dès que la femme, donc, décide d'enfanter, de faire à nouveau une grossesse, il faut consulter, premièrement, son diabéto et son gynécologue. D'accord? Le diabétologue, donc, va évaluer l'équilibre glycémique à travers quel bilan? Qu'est-ce qu'il va demander le diabétologue? L'hémoglobine glyquée. Donc, il faut que le taux d'HbA1c doit être inférieur à 6,5, c'est selon les auteurs. D'accord? Pourquoi? Il faut avoir un équilibre glycémique parfait au cours de cette période, parce que le désordre glycémique peut être responsable de malformations fœtales. D'accord? Les métabolites toxiques du glucose sont responsables de la survenue de malformations. D'accord?
Parce que la période déjà de l'embryogenèse, elle est courte. D'accord? Si vous avez un mauvais équilibre glycémique, les métabolites toxiques vont être responsables de malformations fœtales. On peut même voir des avortements. Il fait partie des étiologies. On dit que le diabète fait partie des étiologies de perte fœtale à répétition. Vous pouvez avoir des avortements, vous pouvez avoir des morts in utero, c'est une souffrance comme pour l'HTA, d'accord? Et vous pouvez avoir un taux élevé de malformations qui peuvent toucher donc les différents systèmes, d'accord? Donc, on a dit au cours de cette consultation, avoir un équilibre glycémique parfait. Deuxièmement, faire un bilan complet concernant les complications dégénératives pour rechercher une contre-indication et faire une classification de mon diabète. D'accord? En fonction des lésions. Troisièmement, je dois rechercher les foyers infectieux. Pourquoi? Pourquoi je recherche les foyers infectieux? Les sujets diabétiques. Les sujets diabétiques sont plus exposés aux infections. C'est la même chose pour la femme enceinte, en plus de l'immunodépression de la grossesse. Donc, infections urinaires, vaginales, etc. Parce que ces infections vont être source, par la suite, de menaces d'accouchement prématuré. Vous avez fait le cours ou non? Pas encore. L'essentiel, une information très importante pour vous, la première cause de menace d'accouchement prématuré, l'accouchement avant le terme, c'est les infections. D'accord. D'autant plus s'il s'agit d'une femme diabétique, et vous allez entrer dans un autre problème où le médicament le plus efficace pour la menace d'accouchement ne peut pas être utilisé chez la femme diabétique. C'est les bêta-mimétiques. Pourquoi? Parce qu'ils vont entraîner une lipolyse importante. Qui dit lipolyse importante? Hyperglycémie. Donc, ils sont à éviter. Également, au cours de la menace d'accouchement prématuré, pour accélérer la maturation, qu'est-ce qu'on va prescrire? Des corticoïdes. Les corticoïdes également sont hyperglycémiants. Donc, il vaut mieux prévenir que guérir. D'accord? Dépister et traiter les infections. On va demander également un bilan thyroïdien. Pourquoi? Pourquoi la dystéroïdie? On a dit que c'est une femme diabétique. C'est une femme diabétique. Pourquoi je demande un bilan thyroïdien, une TSH? Association dans le cadre des maladies auto-immunes, lorsque vous avez un diabète qui est juvénile, d'accord? Donc, on peut avoir l'association des deux. Donc, je demande un bilan thyroïdien, d'accord? Donc, également, prescription d'acide folique, la vitamine B9. Elle a un rôle essentiel dans la prévention des malformations. Elle doit être débutée 2 mois avant la conception. On doit la poursuivre durant les 3 premiers mois de la grossesse, qui correspond à l'embryogenèse, à la formation des différents organes. D'accord? Déjà, normalement, elle est prescrite à titre systématique pour toutes les femmes, et particulièrement chez la diabétique, vu le taux élevé de malformation. C'est clair? Donc, la consultation préconceptionnelle, premièrement, est-ce que je vais autoriser ou pas la grossesse? Deuxièmement, je dois obtenir le meilleur équilibre glycémique pour éviter les malformations, les avortements, etc. Je dois dépister et traiter les infections à temps et rechercher l'association avec un problème thyroïdien. C'est clair? Sûr? Je passe. C'est très important. C'est le rôle d'ailleurs des médecins, que ce soit généraliste ou bien spécialiste, quelle que soit votre spécialité. D'accord? Donc, pour, par exemple, la rétinopathie, il n'y a pas de problème. Si je découvre une rétinopathie, je peux la traiter par laser, même au cours de la grossesse. D'accord? La seule contre-indication, c'est la rétinopathie floride. C'est le stade le plus avancé. Donc, c'est une contre-indication comme la coronaropathie à la grossesse. Donc, le retentissement, on a terminé avec grossesse sur diabète. Cette fois-ci, c'est le diabète sur la grossesse. Donc, le diabète peut entraîner des infections. On peut avoir l'association d'une HTA, d'accord, vu la présence de lésions vasculaires qui prédisposent à l'ischémie placentaire. On a parlé de ça. Et vous avez le risque de l'accouchement prématuré. C'est une menace d'accouchement prématuré qui est difficile à gérer. Pourquoi? Parce que le médicament le plus efficace présente des contre-indications. Et la corticothérapie maturative également, elle pose problème parce qu'elle est hyperglycémiante. Donc je dois augmenter la dose d'insuline si administration de corticoïdes. D'accord? C'est clair? Je passe. Sûr? C'est plus simple que l'HTA. Donc, on va maintenant parler du versant fœtal. On a terminé avec la maman. D'accord? Pour le versant fœtal, j'ai dit au début que vous avez le risque d'avortement spontané. D'accord? Vous avez également le risque de malformations qui peuvent toucher le système nerveux central,
le cœur, le squelette, appareil génito-urinaire, etc. D'accord? Vous pouvez avoir également, donc ce qui est particulier pour le diabète, c'est la macrosomie. Par quel mécanisme? On a une macrosomie fœtale au cours du diabète. L'hyperglycémie, c'est-à-dire le métabolisme. Quel métabolisme? L'hypogénèse. J'ai pas compris, c'est quoi? Non. Les particularités, en fait, j'ai oublié de vous dire au début que le glucose traverse la barrière placentaire. Le glucose, il traverse la barrière placentaire. Contrairement à l'insuline. L'insuline ne passe pas à travers la barrière placentaire. À partir de cette particularité, vous allez déduire le mécanisme de la macrosomie. L'hyperglycémie maternelle, c'est une diabétique. Elle a un problème de diabète, donc il y a une hyperglycémie. Cette hyperglycémie maternelle va être transmise au fœtus. Le fœtus va sentir cette hyperglycémie. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va sécréter de l'insuline. L'insuline, il a un effet anabolisant. D'accord? Il a un effet anabolisant. Par la suite, vous allez avoir la macrosomie. C'est ça le mécanisme physiopathe. C'est clair? Pourquoi? Pourquoi non? Le glucose traverse la barrière placentaire. L'insuline ne passe pas la barrière. C'est-à-dire, l'hyperglycémie maternelle va être transmise. L'excès de glucose va passer à travers le placenta. C'est l'organe d'échange. Le fœtus va sentir cette hyperglycémie. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va sécréter de l'insuline. D'accord? Il va sécréter l'insuline en excès. L'insuline, il a un effet anabolisant. D'accord? Il va entraîner la croissance, l'hypertrophie. Il va donner ce qui va retentir donc par une croissance excessive. C'est le contraire de l'HTA. Au cours de l'HTA, on a dit qu'il y aura un retard de croissance dû à l'hypoperfusion. C'est clair? L'insuline maternelle ne va pas passer. Donc le fœtus va sécréter un excès d'insuline pour assurer l'équilibre glycémique. C'est clair? Donc cette macrosomie en général, elle va intéresser surtout le tronc. Et vous allez avoir, le bébé va avoir un aspect cushingoïde à la naissance. C'est-à-dire un aspect cushingoïde. C'est-à-dire, vous avez fait l'endocrino. L'excès, l'obésité va intéresser surtout le tronc. C'est pour ça, au cours de notre cours de la présentation du sommet, j'ai parlé d'une particularité, qui est la dystocie des épaules. D'accord? La dystocie des épaules. Pourquoi? Vous allez avoir une croissance excessive au niveau des épaules. Le diamètre des épaules va dépasser celui du bassin maternel. Et vous allez avoir le dégagement normal de la tête et un blocage, et les épaules vont être retirées au-dessus du détroit supérieur. Vous n'allez pas avoir d'engagement. C'est une complication gravissime, d'accord? Et l'obstétricien doit intervenir par les manœuvres. J'ai déjà posé la question. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour nous répondre? Pour la manœuvre de Jacquemier. J'ai demandé de préparer la manœuvre de Jacquemier. Vous êtes des feignants. Alors, celui qui répond va avoir une faveur. Hein. Il va faire un accouchement. Alors, personne? Essayez de chercher, c'est très intéressant. D'accord? C'est simple, vous tapez sur Internet et vous allez avoir la réponse. D'accord? Oui? D'accord, oui. Il va retirer. L'objectif de la manœuvre, c'est quoi, en quelque sorte? L'objectif, c'est réduire ce diamètre. D'accord? Pour qu'il soit, donc, pour qu'il s'adapte au diamètre du bassin. Donc, il va réduire ce diamètre, il va chercher la main du fœtus et faire une flexion et la faire sortir. Donc, le diamètre va être réduit, d'accord? Et vous pouvez faire le dégagement par la suite. Essayez de voir des vidéos sur Internet. D'accord. C'est une manœuvre qui est un peu laborieuse, avec risque de traumatisme fœtal, d'accord. Vous pouvez avoir des fractures au niveau de la clavicule, au niveau de l'humérus, et surtout la complication la plus redoutée, c'est le plexus brachial, c'est la paralysie du plexus brachial, d'accord. Parce que ça va engendrer un handicap par la suite, le pronostic au long cours. Donc il vaut mieux dépister, toujours prévenir que guérir. Il faut dépister, il faut bien prendre en charge la malade pour éviter. Donc lorsque vous avez un bon équilibre glycémique, il n'y aura pas d'hyperglycémie maternelle, il n'y aura pas d'hyperinsulinisme, il n'y aura pas de macrosomie. D'accord?
Si votre diabète est équilibré et bien équilibré, vous allez éviter toutes ces complications. C'est clair? Lorsque vous tombez sur une macrosomie, vous faites votre échographie, vous tombez sur un bébé qui est macrosome avec un excès de liquide ou bien hydramnios, déjà, vous allez avoir une idée. C'est une femme qui est déséquilibrée. Elle n'est pas bien suivie. Au contraire, si vous avez un fœtus qui est eutrophe, d'accord, avec des mensurations qui correspondent à l'âge gestationnel, donc déjà, j'ai une idée que mon équilibre glycémique, il est parfait. C'est clair? Cliniquement, vous allez avoir le contraire, une hauteur excessive, cette fois-ci, le contraire de l'HTA. Vous mesurez votre hauteur utérine, vu la présence d'un gros bébé qui est la macrosomie, avec un excès de liquide, votre hauteur utérine va être excessive. D'accord? Les diagnostics différentiels, c'est quoi? Devant une hauteur excessive. Toujours l'erreur du terme, toujours à évoquer. Est-ce qu'il s'agit... Le terme, il est exact. Je dois d'abord calculer avec exactitude l'âge de ma grossesse. Il peut y avoir des grossesses gémellaires, 2 bébés, 3 bébés. C'est une hauteur excessive. Je peux avoir l'association, par exemple, un fibrome utérin avec la grossesse. C'est clair. Le diagnostic, comment je vais faire? Donc, comment je vais trancher? Je vais trancher par un examen échographique. Je vais faire mes mensurations, mesure de la tête, toujours le train, parce qu'on appelle la circonférence abdominale ou bien le diamètre abdominal, et mesure du fémur, et à la fin de l'examen, une estimation du poids fœtal. La macrosomie, elle est définie à la naissance par un poids supérieur à 4 kg. D'accord? 4 kg. À partir de 4 kg, on parle de macrosomie fœtale. Donc, paradoxalement, on peut tomber sur un retard de croissance intra-utérin. Par quel mécanisme? Normalement, la femme diabétique, selon le mécanisme physiopathe qu'on vient de détailler, je vais tomber sur une macrosomie. De façon paradoxale, je peux avoir un hypotrophe. Comment? Comment expliquer cette hypotrophie ou bien ce retard de croissance si j'ai une femme diabétique? Association avec l'HTA. Lorsqu'il s'agit d'un diabète ancien, avec lésion vasculaire, donc le réseau artériel pelvien est altéré, mauvais diamètre, mauvais calibre des vaisseaux, donc anomalie de la vascularisation de l'unité utéroplacentaire, et je peux avoir un retard de croissance. C'est un bébé fragile. C'est pour ça que j'ai dit au début qu'à partir de la classe C, là, je vais indiquer la voix haute. D'accord? Parce que mon bébé, il est fragile. Il va pas supporter les contractions utérines du travail. Je vais pas m'amuser à déclencher le travail. Je vais déclencher moi-même la souffrance, voire la mort in utero. D'accord? Le diabète, c'est une souffrance chronique comme pour l'HTA. En absence de prise en charge, je peux avoir une mort in utero. À bas bruit. Pas comme l'HTA. L'HTA, vous pouvez avoir, la femme, elle vient consulter pour un pic de tension, des signes neurosensoriels, donc c'est flagrant. Contrairement au diabète, vous avez une hyperglycémie qui est silencieuse. D'accord? Silencieuse, femme non suivie, indisciplinée. Elle arrive au 3e trimestre avec hauteur excessive. Vous faites votre échographie, un bébé macrosome et activité cardiaque négative. Donc, absence de prise en charge, la souffrance chronique va être soldée par une mort in utero. D'accord? Prématurité, on a dit que le diabète, il fait partie des étiologies de menaces d'accouchement prématuré, d'autant plus qu'il est associé à des infections. Donc, ça, on va rentrer dans un cercle vicieux. C'est clair? C'est clair jusque-là? Très bien. Le diabète gestationnel. Tout ce qu'on a parlé, ça concerne donc le diabète antérieur à la grossesse. On fait pas. Est-ce qu'on fait de consultation préconceptionnelle pour le diabète gestationnel? Non, parce que c'est une femme qui est normale, elle n'est pas diabétique, d'accord? Elle va tomber enceinte par la suite, on va diagnostiquer chez elle, on va diagnostiquer pour la première fois au cours de la grossesse, quel que soit son traitement et quelle que soit son évolution après l'accouchement, d'accord? On va le diagnostiquer au cours de la grossesse. La femme, elle n'est pas connue comme diabétique. La consultation préconceptionnelle concerne la femme qui est déjà diabétique, d'accord? C'est clair? Le diabète gestationnel, oui. Au cours de notre définition, on a dit que les femmes sont indisciplinées. On ne peut pas dire à partir, normalement, l'insulinorésistance, elle commence à partir de 20 semaines. S'il s'agit vraiment, 24-26 semaines, s'il s'agit vraiment de diabète gestationnel. Mais parfois, il y a des femmes qui sont non suivies, indisciplinées.
Par exemple, elle est déjà diabétique, elle n'est pas au courant du tout, elle va tomber enceinte, et vous, au cours de votre consultation, vous allez demander au cours du premier trimestre votre glycémie à jeun. Vous allez tomber sur des chiffres qui sont vraiment élevés, alors qu'on a dit qu'au premier trimestre, normalement, on a une hypoglycémie. Donc déjà, vous avez à l'esprit que très probablement c'est un diabète qui est antérieur à la grossesse, mais je vais l'étiqueter comme diabète gestationnel et je vais le classer après l'accouchement. D'accord ? Parce que les femmes ne sont pas suivies. Elle va pas venir vous dire que mes chiffres glycémiques, par exemple, sont perturbés à partir de 20 semaines, c'est un diabète gestationnel. Non. Premier trimestre, vous allez faire votre bilan. Glycémie à jeun supérieure à 1,26. Le seuil pour faire le diagnostic, c'est 1,26. Lorsqu'elle est supérieure à 1,26, déjà, vous avez à l'esprit qu'il s'agit d'un truc qui est antérieur. Mais la femme, elle n'est pas suivie. D'accord ? Donc, je vais le classer, je vais dire que c'est un diabète gestationnel parce que je l'ai diagnostiqué pour la première fois au cours de la grossesse. Mais la classification définitive va se faire après l'accouchement, 3 mois après l'accouchement. Je vais voir comment, on va voir comment. D'accord, c'est clair ? Donc, diabète diagnostiqué pour la première fois au cours de la grossesse sera étiqueté gestationnel. Classification postpartum. Dépistage. Normalement, on a dit au début qu'il y a des femmes à risque pour lesquelles on doit faire un dépistage. Selon vous, quelles sont les femmes à risque? Quels sont les facteurs de risque pour développer un diabète gestationnel? Très bien. Une femme qui a déjà fait un diabète gestationnel, puis dans le postpartum, vous avez le retour à la normale, elle tombe enceinte à nouveau, vous avez toujours à l'esprit qu'elle peut encore faire un diabète. Donc je dois faire le dépistage. Zédo. Encore. Très bien. Antécédent de macrosomie fœtale. Antécédent de perte fœtale à répétition. C'est-à-dire, cette femme fait beaucoup d'avortements, mort in utero, malformation fœtale. Donc toutes ces femmes, l'obésité, d'accord? La dystrophie ovarienne, oui, les femmes qui ont une dystrophie ovarienne ou bien l'OPK, parce qu'il y a un mécanisme physiopathique d'insulinorésistance, c'est à peu près la même chose, d'accord? Donc, sont à risque de faire un diabète. C'est clair? Pour toutes ces femmes, qu'est-ce qu'on va faire? On va dépister le diabète. Premièrement, on va faire la glycémie. Elle fait partie du bilan de premier trimestre, à jeun. Lorsqu'elle est supérieure à 0,92, le seuil chez la femme enceinte, il est différent, d'accord? Lorsque déjà vous avez une glycémie plus de 0,92 à jeun, c'est un diabète gestationnel. Lorsqu'elle est entre 0,92 et 1,26, c'est un diabète gestationnel. Plus de 1,26, donc sûrement c'est un diabète qui est ancien, méconnu. C'est clair, parce que le premier trimestre, on a dit que normalement on a des chiffres glycémiques qui sont bas. Si vous avez une hyperglycémie, donc sûrement il y a un diabète qui est ancien. C'est pas dû à la grossesse, d'accord? Et le test spécifique pour le dépistage, normalement, il doit se faire entre 24 et 28 semaines. Pourquoi? Parce qu'on a dit toujours, la physiopathe, c'est la période où va commencer l'insulinorésistance. On va faire notre test de dépistage qu'on appelle HGPO, hyperglycémie provoquée par voie orale. Je vais donner une charge de glucose, je vais tout d'abord faire une glycémie à jeun. D'accord? La première des choses, je vais convoquer ma femme au laboratoire à 8h du matin. On va faire une prise veineuse, glycémie à jeun, puis je vais donner une charge de 75 grammes de glucose. Sérum glucosé. On va donner du sérum glucosé contenant 75 grammes de glucose. Et je vais mesurer encore ma glycémie après 1 heure et après 2 heures de temps. D'accord? Si je tombe sur un seul chiffre, supérieur à la normale pour ces 3 paramètres, je peux poser le diagnostic de diabète gestationnel. C'est-à-dire, vous avez les normes. Donc, à jeun, je ne dois pas dépasser 0,92. Après 1 heure, je ne dois pas dépasser les 1,80. Après 2 heures, je ne dois pas dépasser les 1,53. Par exemple, vous faites votre HGPO, vous avez glycémie à jeun 0,90. Après 1 heure, 2 grammes. Après 2 heures, 1,80. C'est un diabète gestationnel, c'est bon. Même si je trouve un seul chiffre, je pose le diagnostic. Une fois positif, je ne dois pas la refaire une deuxième fois. C'est bon, je vais poser mon diagnostic et je vais commencer ma prise en charge. Toujours pluridisciplinaire. Collaboration entre diabétologue, gynécologue, diététicien. D'accord? Donc, ce test de dépistage, également, s'il est négatif, il ne faut pas le refaire. Donc, il n'y a pas de diabète gestationnel. Si par exemple, la femme, elle est perdue de vue, elle ne vient pas consulter, elle vous vient au 3e trimestre.
Vous faites votre échographie, vous tombez sur une macrosomie avec hydramnios. Le minimum, vous demandez une glycémie. D'accord? Même si vous faites le diagnostic tardivement, ça n'empêche de commencer votre prise en charge. D'accord? Donc, toujours demander glycémie à jeun. En général, on évite la GPO au cours des derniers mois de la grossesse à cause de la charge excessive de glucose. Elle peut être toxique pour le bébé. D'accord? Il ne faut pas la refaire et l'éviter au cours du 3e trimestre. Le moment opportun pour le dépistage, c'est entre 24 et 28 semaines. C'est clair? Oui? Très bien. C'est simple, normalement, pour le diabète. Première consultation. La femme, c'est un grand point d'interrogation. Elle va pas venir vous dire que je suis diabétique, je suis hypertendue, je suis cardiopathe. On a tombé sur des trucs vraiment très graves et on les a diagnostiqués au cours de la grossesse. Donc, il faut toujours avoir à l'esprit que vos femmes sont non suivies, indisciplinées. Malheureusement, c'est ça. Donc, premier trimestre, toujours, demandez une glycémie à jeun. Supérieure à 0,92, c'est un diabète gestationnel qui va être classé par la suite. Commencez la prise en charge. Glycémie au premier trimestre normal, tant mieux. C'est une femme à risque. Entre 24 et 28 semaines, je demande une HGPO. Si elle est négative, je suis tranquille, pas de diabète gestationnel. Positif, donc un seul chiffre suffit, c'est un diabète gestationnel. Je commence le travail en collaboration avec diabéto et diététicien. C'est clair? Je passe. Juste une question. Pour la chimie des urines, si vous tombez sur une glucosurie, sur la chimie des urines, est-ce qu'elle est significative? Très bien. Pourquoi? Parce qu'on a une baisse du seuil d'élimination du glucose. Donc, si je tombe sur une glucosurie, elle n'est pas significative. Ce qui est significatif pour moi, c'est la glycémie à jeun, d'accord? Et une HGPO positive, c'est tout. C'est clair? C'est les particularités de la femme enceinte. Modalité de prise en charge. Jusque-là, c'est bon, c'est simple, oui? Oui, une baisse du seuil, le seuil d'élimination. Le glucose est éliminé en excès. À l'état normal, le seuil c'est quoi? Pour éliminer le glucose dans les urines, 1,80, 1,8. Chez la femme enceinte, vous avez une baisse de ce seuil. C'est-à-dire, par exemple, à partir de 1,40, 1,60, vous pouvez avoir une fuite de glucose au niveau des urines. Donc, c'est pas significatif pour nous, au cours de la grossesse. D'accord? Prise en charge. On va commencer par le versant diabéto. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc, s'il s'agit d'un diabète ancien, la femme, elle est déjà sous insuline. Il va adapter ses doses d'insuline en fonction de ce qu'on appelle le cycle glycémique. C'est quoi le cycle glycémique? C'est quoi un cycle glycémique? On va prendre 6 glycémies capillaires par jour. Comment? On va commencer toujours avant le repas et 2 heures après le repas. Le matin, à jeun, je vais prendre ma glycémie, puis je vais prendre mon petit déjeuner. 2 heures après, je vais encore prendre une glycémie capillaire. La même chose pour le déjeuner et le dîner. D'accord? La même chose, toujours. Donc, glycémie à 8 heures, à 10 heures, midi, 14 heures, 20 heures et 22 heures. Donc, 6. D'accord? C'est ce qu'on appelle cycle glycémique. L'objectif, c'est comme le profil tensionnel. C'est l'équivalent du profil tensionnel pour l'acheteur. D'accord? Donc, je vais voir, est-ce que cette femme, elle est équilibrée ou non? Pourquoi? Pour ajuster l'insulinothérapie. Les objectifs à atteindre, il faut que la glycémie à jeun soit inférieure à 0,95 et ne dépasse pas les 1,20 2 heures après. Si je tombe par exemple sur un chiffre de 1,40, 1,50 après le repas, donc je dois adapter mon insuline. C'est clair? C'est le rôle du diabéto. Donc on va demander de faire un cycle glycémique. Je dois, donc en association avec cette insulinothérapie, il y a toujours le régime alimentaire. D'accord? Il faut adapter donc le régime alimentaire normalement par un diététicien. C'est clair? Chez la femme qui a présenté un diabète gestationnel, donc elle n'est pas sous insuline, on va tout d'abord commencer par les mesures hygiéno-diététiques. On va commencer par le régime alimentaire. Si au bout de 10 jours, 15 jours, vous avez un mauvais équilibre glycémique, c'est-à-dire nos objectifs ne sont pas atteints, je dois passer à l'insuline. D'accord? Si par contre, la femme elle est bien équilibrée avec son régime, je peux continuer toute la grossesse avec un régime alimentaire. C'est clair? Donc il y a des femmes qui peuvent
seulement faire un régime et continuer leur grossesse normalement jusqu'à l'accouchement. Et il y a des femmes qui ne répondent pas bien au régime, ou bien les glycémies sont d'emblée élevées. Si vous avez une glycémie à jeun d'emblée supérieure à 1,30, il faut directement passer à l'insuline. Il ne faut pas s'amuser à essayer juste avec les mesures hygiéno-diététiques. D'accord? Donc, diabète antérieur à la grossesse, la femme elle est déjà sous insuline. Je vais continuer, je vais adapter mon insulinothérapie en fonction du cycle, d'accord? Toujours en association avec les mesures hygiéno-diététiques. Et bien sûr, conseiller une activité, si on peut dire sportive, d'accord? Il faut bouger un peu, en absence bien sûr de contre-indications obstétricales qui sont la menace d'accouchement. C'est le seul cas où on va conseiller le repos, d'accord? Il faut bouger un peu. Il faut éviter l'alitement complet. Donc, la femme qui a un diabète gestationnel, je vais commencer par les mesures hygiéno-diététiques, réévaluation après 10-15 jours. Si tout va bien, je peux continuer mon régime. Si déséquilibre glycémique, passer à l'insuline. C'est simple. Très bien. La surveillance ou bien la prise en charge obstétricale. Chez nous, les gynécologues, qu'est-ce qu'on va faire? La première des choses, on va commencer par la femme qui est déjà diabétique connue. On a dit consultation préconceptionnelle, 2 mois avant. Je vais commencer donc de suivre normalement ma femme avant de faire une grossesse. Elle est tombée enceinte. Si elle était sous antidiabétiques oraux, qu'est-ce que je dois faire? Très bien, je dois passer à l'insuline. C'est comme pour l'HTA. Je reviens toujours à la même chose. C'est calqué à l'HTA. Une femme hypertendue chronique qui est par exemple sous diurétique ou sous IEC, je dois arrêter le traitement et passer donc au traitement à l'alpha-méthyldopa. C'est la même chose pour la femme diabétique. Arrêter les antidiabétiques oraux et passer à l'insuline. Très bien. Par la suite, premier trimestre, très important, la datation de la grossesse. C'est très important, que ce soit chez la femme hypertendue ou bien diabétique. Chez les femmes qui ont des grossesses à haut risque, l'interruption de la grossesse a un terme bien précis. Pour l'HTA, 36-37 normalement. Si, absence de complications, tout va bien, je peux atteindre les 36-37 semaines d'aménorrhée, il n'y a pas de problème. Pour la femme diabétique, je peux aller jusqu'à 38-39. Les nouvelles recommandations, c'est 39 semaines d'aménorrhée. Donc, il faut que la datation de la grossesse soit exacte. Imaginez, vous allez faire une erreur. Par exemple, la femme, elle est à 36 semaines d'aménorrhée et elle va vous donner donc une DDR qui est fausse, ou bien elle a un cycle qui est irrégulier. D'accord? Et elle n'a pas fait d'échographie au premier trimestre. Donc, vous allez calculer votre terme de la grossesse à partir de cette DDR qui est fausse en quelque sorte. Vous allez tomber sur une grossesse de 39 semaines. Alors qu'en réalité, elle n'est qu'à 36 semaines d'aménorrhée. Vous faites votre déclenchement, vous allez provoquer un grand problème. La femme diabétique, le nouveau-né de femme diabétique a toujours un retard de maturité pulmonaire. C'est dû au diabète. Donc, vous allez provoquer une maladie des membranes hyalines, détresse respiratoire et complications. Vous m'avez compris. Donc, l'âge de la grossesse doit être précis. C'est clair. Premièrement, par la DDR. Deuxièmement, échographie premier trimestre l'échographie de la datation. C'est très important de faire une échographie de datation. Chez toutes les femmes en général. Mais, surtout pour ces femmes qui ont CGHR, donc, parce que si vous faites une interruption de la grossesse avec un terme qui est faux, vous allez engendrer des complications chez le bébé. C'est clair. Au cours du deuxième trimestre, qu'est-ce que vous allez faire? Le deuxième trimestre, vous allez faire une échographie qu'on appelle morphologique. Pourquoi? Échographie morphologique, comme son nom l'indique. À la recherche de malformations. À la recherche de malformations fœtales. Vous allez explorer les différents organes. D'accord? Le cerveau, le cœur, squelette, appareil digestif, urinaire, etc. Est-ce qu'on peut avoir des malformations chez la femme qui a un diabète gestationnel? Oui ou non? Pourquoi? Diabète gestationnel. Non. Les malformations sont l'apanage de la femme qui est déjà diabétique connue. Parce que les malformations sont dues à quoi? Sont dues au mauvais équilibre glycémique au cours de la période conceptionnelle. Et normalement, la femme qui a un diabète gestationnel, c'est une femme qui était auparavant tout à fait normale. Il n'y avait pas de problème d'hyperglycémie. Il n'y a pas de métabolite toxique de glucose. Donc, pas de risque de malformation. Les malformations sont propres donc, pour les femmes déjà diabétiques. D'accord? Deuxième trimestre, je vais rechercher les malformations. Au cours du troisième trimestre, je vais surveiller... Qu'est-ce que je vais surveiller? La croissance. Pour dépister la macrosomie fœtale. Je vais surveiller donc la croissance fœtale
par les mensurations des différents segments du corps fœtal. D'accord? Si je tombe sur une macrosomie, déjà, j'ai à l'esprit qu'il s'agit d'un diabète déséquilibré. Il faut alarmer l'endocrino pour adapter l'insulinothérapie. C'est clair? Malgré la macrosomie, c'est des bébés qui sont fragiles. D'accord? C'est une souffrance chronique qui peut être soldée à n'importe quel moment par une mort in utero, à bas bruit. On a diagnostiqué pas mal de diabète suite à des morts in utero qui sont inexpliquées. La femme, elle vient, donc elle vous ramène la notion de diminution des mouvements actifs fœtaux. Hop, vous faites une échographie, pas d'activité cardiaque. Alors qu'il n'y a aucun problème, pas de pic tension, aucun problème. Vous demandez donc votre glycémie, diabète. C'est clair? Pour moi, le diabète il est plus dangereux que l'HTA. Pas encore pour la conclusion, attendez. Donc, la voie d'accouchement. Arrivé à terme. Vous avez fait votre suivi en collaboration avec le diabéto, tout va bien. Normalement, je dois atteindre, comme je l'ai déjà dit, les 38-39 pour éviter le problème de la maturité pulmonaire. Parce que chez le nouveau-né de mère diabétique, on a un retard de sécrétion du surfactant pulmonaire. Donc, je vais essayer au maximum d'atteindre ce terme. La voie d'accouchement, la même chose. C'est le cas par cas. D'accord? En fonction des conditions obstétricales, la perméabilité du bassin, l'histoire obstétricale, par exemple, il peut s'agir d'une grossesse précieuse chez une femme qui a fait, par exemple, 4 avortements, elle a fait une mort in utero, elle est âgée à 36 ans, je vais pas m'amuser à la déclencher. Je vais faire une césarienne. D'accord? Si j'ai, par exemple, une macrosomie manifeste, la diabétique, à partir de 4 kg 250, je dois opérer. D'accord? Si je crains à l'échographie un risque de dystocie des épaules, un bip, vous allez avoir un bipariétal, un diamètre bipariétal. Le diamètre de la tête, il est petit, il n'y a pas de problème avec la tête. Mais un diamètre qui est énorme pour les épaules, je dois opérer. D'accord? Parce que si la femme fait une dystocie des épaules, c'est une complication gravissime. Il faut que qu'un obstétricien chevronné soit sur place. C'est pas tout le monde qui peut faire cette manœuvre. D'accord? En plus du risque de traumatisme obstétrical, vous avez également le risque de rupture utérine, déchirure périnéale, etc. D'accord? Donc, il vaut mieux toujours prévenir que guérir. Je vais indiquer la césarienne. La voie basse, oui. HTA secondaire au diabète, donc s'il s'agit d'un classe D, l'HTA, elle va être considérée comme lésion dégénérative. Ça sera une voie haute. D'accord? Pardon? La césarienne, on va peser le pour et le contre. Quel est le versant qui va primer? Est-ce que c'est l'HTA? Par exemple, si cette femme va faire une crise d'éclampsie, je suis obligé de faire l'extraction. Elle vous fait une protéinurie supérieure à 5 grammes par 24 heures. La même chose, je ne vais pas attendre le diabète. Je vais instaurer ma corticothérapie maturative, d'accord, 24-48 heures, et faire l'extraction fœtale. C'est clair. Donc c'est le cas par cas. En général, si tout va bien pour l'HTA et le diabète, je peux aller entre 37-38. D'accord. Mais je vais essayer au maximum de retarder. D'accord, à 38 semaines. C'est clair. Le déclenchement, il est possible. Donc, c'est pas toujours une césarienne. Si vous avez un bébé qui est eutrophe, d'accord, qui a un poids inférieur à 4 kg, on a dit, c'est la limite, c'est 4 kg 250, avec un bassin perméable, une femme qui a déjà accouché, même si une prémie avec un col favorable, je peux tenter le déclenchement. Mais, surveillance alarmée. Parce que c'est une souffrance chronique. On risque donc la réponse. On peut avoir la souffrance après le déclenchement, parce que votre fœtus ne va pas supporter, s'il a vraiment souffert, il ne va pas supporter les contractions utérines. Donc, l'enregistrement du rythme cardiaque fœtal, normalement, on continue en salle de naissance, pour dépister une éventuelle souffrance. D'accord? La césarienne peut être indiquée secondairement. Si vous avez une souffrance sur le RCF, un virage du liquide, un liquide verdâtre, on est obligé de faire la césarienne. Parce qu'on craint de perdre notre bébé. C'est clair? Des questions? Oui? DDR imprécise, oui. DDR imprécise, vous cherchez l'échographie de datation. Pas d'échographie, pas de DDR. Vous avez des signes qui ne sont pas sûrs à 100%. C'est un grand problème. Vous allez chercher les points d'ossification. D'accord?
Vous allez chercher le grading, ce qu'on appelle le grading placentaire, la maturité placentaire. Vous allez encore faire ça au cours le cours du dépassement de terme. Mais ça reste toujours imprécis. C'est un grand problème. On va essayer donc de déclencher, si on a un placenta mature avec tous les points d'ossification, on va essayer de déclencher, mais on n'est pas sûr. Il y a toujours le risque de MMH. Ça nous pose beaucoup de problèmes, même en dehors du diabète. Par exemple, pour les femmes qui vont être programmées pour des utérus multicicatriciels, c'est-à-dire ils ont fait déjà 2-3 césariennes, donc sûrement je vais programmer mon accouchement. Par la suite, elle vient pas consulter, pas d'échographie, pas d'écho précoce. C'est un grand problème, même en dehors du cas de la femme diabétique. Donc, c'est l'obstétricien qui va voir. C'est des signes échographiques qui restent indirects, qui restent imprécis. D'accord? Donc, après la naissance, la particularité, ou bien la prise en charge du nouveau-né, la première des choses, on va faire un examen complet à la recherche de malformations. D'accord? Par exemple, vous pouvez avoir une hydrocéphalie. D'accord? Vous pouvez avoir une spina bifida, un omphalocèle, la paroschisis, etc. On a dit que les malformations peuvent toucher n'importe quel organe. Vous allez rechercher également le traumatisme obstétrical. S'il s'agit d'un accouchement qui est dystocique, recherchez les fractures au niveau de la clavicule, de l'humérus, les paralysies du plexus brachial également. Il faut qu'il y ait une alimentation précoce. Pourquoi? Pourquoi l'alimentation précoce? Il y a un risque d'hypoglycémie néonatale. Pourquoi? L'hyperglycémie maternelle. On a dit qu'il y a une hyperglycémie, le fœtus va répondre par un hyperinsulinisme, l'hyperinsulinisme va donner une hypoglycémie. D'accord? Donc il faut donner rapidement une alimentation précoce, demander un bilan, glycémie, calcémie, formule et taux de bilirubine. D'accord? C'est toujours les complications du diabète. Donc ça peut entraîner le nouveau-né de mère diabétique, il est également exposé à l'hypocalcémie, à l'hypocalémie, à l'ictère néonatal. L'ictère, pourquoi? Parce que au cours du diabète, c'est une souffrance chronique. L'organisme, il va répondre par une polyglobulie. D'accord? Par la suite, cette polyglobulie, vous pouvez avoir l'hémolyse avec excès de bilirubine qui va se manifester cliniquement par un ictère. Le pronostic au long terme, ce nouveau-né risque également l'obésité, même le diabète, d'accord, à l'adolescence et à l'âge adulte. D'accord? Des questions? L'essentiel pour moi, c'est le dépistage, d'accord? C'est savoir dépister un diabète gestationnel. La consultation préconceptionnelle, c'est primordial, d'accord? Pour votre pratique courante, c'est très important. Il faut prescrire de l'acide folique. Il faut avoir un équilibre glycémique parfait, dépister et traiter les foyers infectieux. D'accord? La prise en charge multidisciplinaire, le diabète va s'occuper de son équilibre glycémique et pour nous les gynécologues, donc on va suivre, on va faire notre écho de datation, on va dépister la présence de malformations malgré qu'on ne peut pas faire grand-chose. Hein. Même si on tombe sur un fœtus qui est malformé, on ne peut rien faire. Et surveiller la croissance, bien sûr, au cours du 3e trimestre, faire une bonne estimation du poids et assister l'accouchement par un obstétricien chevronné majeur en cas de risque de dystocie des épaules. C'est clair? On a assisté pas mal de fois, j'ai assisté une fois à une dystocie des épaules avec un poids de naissance à 3,6 kg seulement. Parce que la distribution de cette macrosomie, elle n'est pas uniforme. Vous avez juste le tronc qui est hypertrophié, d'accord? Tout le poids est par ici. Donc par la suite, la tête elle est sortie normalement et on a assisté à une dystocie majeure, vraiment majeure des épaules, malgré qu'on a bien manœuvré, mais malheureusement il y avait un plexus brachial. C'est une complication décrite. Une fois, on a assisté à une rupture, déchirure du col propagée avec rupture utérine. Une fois, malheureusement, tous les gens qui étaient sur place n'arrivaient pas à faire l'extraction malgré la manœuvre. C'était très difficile et ils étaient obligés de faire d'égorger le bébé. D'accord? Et faire sortir le corps par voie haute. Donc, il vaut mieux prévenir que guérir. La prévention commence dès le diagnostic de la grossesse jusqu'au 9e mois. C'est pour ça que je vous dis que pour moi, le diabète, il est plus dangereux que l'HTA. D'accord? Bon courage. Oui?
normalement, demain, on va faire la contraception. Et on va terminer avec le postpartum. Pardon, j'ai oublié le postpartum. Le postpartum, la femme qui a un diabète gestationnel, arrêtez l'insuline. D'accord? La femme avec un diabète ancien, antérieur à la grossesse, réduire la dose d'insuline de la moitié. Encourager toujours l'allaitement maternel, d'accord? Contraception qui contient des oestrogènes, toujours elle est contre-indiquée. C'est comme pour l'HTA. On va voir demain le mécanisme physiopathe. D'accord? Commencer par les microprogestatifs, les moyens naturels, etc. Pour l'allaitement, est-ce qu'elle peut allaiter avec les ADO, les antidiabétiques oraux? Oui ou non? C'est une question pour demain. Vous me répondez sur le traitement antihypertenseur et les ADO. Est-ce qu'ils sont compatibles avec l'allaitement ou bien non? L'insuline, il n'y a pas de problème. D'accord? Elle peut allaiter avec son insuline. C'est clair? Classification définitive, qui m'a dit comme la classification définitive du diabète. Je reviens sur la question de votre collègue. Vous avez diagnostiqué un diabète au cours du premier trimestre avec des chiffres qui sont déjà élevés. Qu'est-ce que je vais faire après 3 mois? 3 mois, normalement c'est le retour à la normale. 3 mois, je vais demander une HGPO. D'accord? Je vais demander une HGPO. Si elle est positive, donc c'est un diabète qui est ancien antérieur. C'est la classification définitive. D'accord. Mais toujours, si elle a fait un diabète gestationnel, risque de récidive, donc dépistage lors des grossesses ultérieures. D'accord. Demain, on va faire la contraception. Bon courage.